Puis-je vous présenter Mireille Barraud en quelques mots? Elle est conseiller en gestion de stress, ça c'est son métier. Elle est également sophrologue. La moitié de son activité se déroule en cabinet, l'autre moitié se déroule en entreprise. Quand on l'interroge, elle vous dit ceci: c'est vrai que dans ma vie, j'ai déjà été stressée. Et aujourd'hui, je m'offre ce cadeau tous les jours de ne plus subir ce qui m'arrive. Elle a vécu en Afrique du Sud. Dans son panthéon personnel, elle y place Mandela, parce qu'elle l'a rencontré, parce que Mandela, pour elle, incarne à la fois la résilience, mais également la tolérance. Comment transformer la contrainte réglementaire de la pénibilité en réalité de croissance pour l'entreprise? Et on va être exigeant sur la réponse à cette question. Eh bien, c'est la réponse que va vous apporter Mireille Barraud. Je vous demande de l'applaudir. Mireille Barraud. Bonjour à tous. Merci Thierry de son introduction. Je suis ravie d'être là cet après-midi. Alors on va parler effectivement des risques psychosociaux, on va éviter de rentrer dans des sujets très techniques ou très juridiques, ce n'est pas le propos. L'idée c'est plus d'aller appréhender cette question peut-être sous un autre angle, en la considérant d'une autre manière. Alors effectivement vous avez remarqué que Johnny est présent sur ma présentation, il se trouve que j'adore le rugby et que quand cette réflexion de risque psychosocial, contrainte, opportunité est arrivée, cette image est venue très spontanément. Et donc j'ai intégré le rugby dans cette présentation. Alors, très concrètement, on va évoquer maintenant la thématique des risques psychosociaux. Alors je vais compléter cette présentation. C'est vrai que j'ai vécu en Afrique du Sud, en Angleterre aussi, aux Pays-Bas. Et puis, depuis 2004, je suis installée en tant que conseil gestion de stress et j'interviens sur des thématiques qui sont en l'occurrence la gestion de l'énergie du dirigeant, sa capacité au bien-être, mais pas que du dirigeant. Je dirais que c'est plus large, ça ne touche pas que le dirigeant, ça touche tout le monde. Je fais de la méditation depuis quelques années, j'ai commencé très jeune. Et par ailleurs, je vous donne ce dernier indice qui me concerne, mais je vous laisse libre cours pour l'interpréter. Je vous laisse carte blanche, je sais que vous allez trouver beaucoup de directions. Alors cette thématique sur les risques psychosociaux, moi je l'aborde de cette façon, en considérant qu'en fait on peut aborder cette question en réconciliant le bien-être et la performance. Alors il y a des sociétés de différentes natures qui m'ont fait confiance et qui travaillent avec moi sur ces thématiques, des grandes organisations, des sociétés qui sont dans certains domaines, de l'industrie, dans le TP aussi, des industries qu'on connaît tous, d'autres qu'on connaît moins, qui vont être des PME. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toute cette réflexion sur intégrer cette dimension des risques psychosociaux dans l'entreprise, elle nous concerne tous, à toute taille, dans tous les domaines d'activité. Alors j'en ai cité quelques-unes. Alors, dans cette journée, au moment où on en est, je ne sais pas si vous avez récupéré les boîtiers ou pas, parce qu'on avait l'intention de faire une petite... Oui, les boîtiers arrivent. J'aimerais vous interpeller aussi sur votre état dans ce moment présent. Dans quel état vous vous trouvez ? Donc on va faire un petit vote. Quand les boîtiers seront distribués, vous allez voter pas pour les mêmes raisons que tout à l'heure, mais récupérer les petits boîtiers. Et puis si en régie ils sont OK, ils peuvent lancer le petit slide sur le vote. Oh, ça va venir, j'attends que vous soyez équipés. Mireille, sur le temps, si on peut allumer mon micro. Oui. Merci beaucoup. Mireille, voici donc le boîtier que vous allez recevoir. On est en train de vous le distribuer. Dessus, il y a plusieurs touches. Comment voter ? Alors, si je me sens dans ce moment présent un peu à plat, je vais voter A. Si je me sens avec une batterie plutôt basse, je vais voter 2. Si c'est moyen, je vais passer à 4. Si je commence à être un peu, je suis détendue, mais je ne suis pas trop fatiguée, je suis dans une énergie correcte, je vais passer à 6. Si je me sens très énergisée, très détendue, très en forme, je vais passer à 8. Puis si c'est la forme olympique dans ce moment présent, je passe à 10. C'est bon ? C'est clair pour tout le monde ? Alors je recommence. Le A est vert, donc le A vert, c'est mes batteries sont à plat. Le B rouge, 2 sur 10, c'est pas très élevé, mes batteries sont pas très élevées.
Je passe à C, là je monte d'un cran. Mes batteries sont moyennement chargées, mais plutôt basses. Je passe au jaune, D, là je suis plutôt moyenne haute. D'accord ? Je passe à E, c'est correct, 8. Et F, donc orange, là je suis très en forme. J'ai pas de problème d'énergie, tout va bien. D'accord ? Soyez honnête, hein. Trichez pas. On y va. On y va. J'aurai pas les réponses tout de suite, mais... Donc, est-ce que vous voulez dire, Mireille, est-ce que les votes sont ouverts dès à présent ? Les votes sont ouverts, allez-y. Les votes sont ouverts. Pour les personnes qui n'ont pas encore reçu les boîtiers, patientez calmement, ils arrivent de droite et de gauche. Je rappelle donc la procédure de vote et la question qui vous est posée. Il en faut un pour le président, paraît-il. Je ne sais pas où est le président, mais... Monsieur le Président. C'est une nouvelle élection, vous n'étiez pas au courant, mais on fait un deuxième vote. La question qui vous est posée par Mireille est la question suivante. Dans ce moment, écoutez bien la question, dans ce moment présent, comment vous sentez-vous sur une échelle de 0 à 10 ? Vous diriez... Il n'écoute pas. Que vos batteries sont plutôt à plat. Dans ce cas-là, sur le boîtier qui vous a été remis, vous allez taper A. Que vos batteries sont à plat, mais bof, bof, vous tapez B. Que mon Dieu, c'est moyen, coup-ci, coup-ça, mais plutôt vers le bas, auquel cas vous tapez C. Que vous êtes plutôt détendu, agréable, vous tapez D. Que vous êtes assez euphorique, après l'apéritif, après les huîtres, après le dessert, etc., c'est La Rochelle, vous tapez E, et que vous vous sentez dans un état extrêmement formidable parce que c'est le DLR et que c'est votre congrès, auquel cas vous tapez F. Peut-être. Allez-y, votez les opérations de vote encore pour une trentaine de secondes. Quels sont celles et ceux parmi vous qui n'ont pas encore reçu de boîtier ? Levez la main, voilà, que l'on puisse bien vous identifier, merci beaucoup, et que l'on puisse se diriger vers vous à l'aide du boîtier. Tous les autres, j'imagine, ont déjà voté. Allons-y, poursuivons, il y en a encore là-bas au bout, surtout. Levez bien la main, ceux qui n'ont pas de boîtier, que vous puissiez voter. Merci beaucoup. Voilà. Tout le monde a un boîtier. Allez-y, regardez le slide derrière Mireille. Votez A, B, C, D, E ou F. A, je suis à plat. Je suis en pleine forme et c'est formidable. Tel est mon état en ce moment. Encore une fois. Mireille. C'est bon ? Je reprends. Alors maintenant que vous avez voté, quand on m'a confié ce créneau horaire de 15 heures, je me suis dit, sympa, hein. Alors il se trouve que moi je travaille beaucoup l'énergie, je vous en ai parlé, la gestion de l'énergie des dirigeants, mais de tout le monde en général dans les équipes. Donc c'est une thématique que j'aborde régulièrement. Je travaille aussi sur le sommeil. Il se trouve que je vais vous présenter un petit document qui est assez intéressant à comprendre parce qu'en fait c'est la courbe circadienne de nos rythmes de vigilance. C'est-à-dire qu'on étudie en laboratoire comment notre vigilance varie sur 24 heures. Et ce qu'on sait, c'est que notre vigilance n'est pas constante toute la journée, vous le savez bien. Et s'il y a un moment particulier où la vigilance n'est pas très bonne, il y en a deux qui sont très forts. Bien sûr, la nuit, mais là, on n'y est pas. Hein. Bon, ce soir, si vous sortez tard, sachez que vers 3-4 heures du matin, on a un pic vraiment important. On a du mal à résister au sommeil. Mais on en a un autre qui est important, c'est celui-là. Là, on est vraiment bien dedans. Et oui. Mais ça, c'est vrai aussi tous les jours pour vous. La température de notre corps monte toute la journée. Quand on est en train de dormir, le corps se refroidit. Là, il est au plus bas en température. Quand on se réveille le matin, la température remonte. Et toute la journée, cette température, elle remonte jusqu'à notre début de soirée, 21h, voilà, début de soirée, 17, 18, 19. On est dans des niveaux de température élevés, puis elle redescend. Il se trouve que là, c'est le seul moment, dans cette journée d'activité, dans cette période d'activité que nous vivons, elle redescend. Elle redescend parce que très simplement, on a un appel de sommeil. Tous les jours. Il y en a peut-être qui font la sieste parmi vous. Oui ? Oui ? Vous levez les bras, ceux qui font la sieste ? Qu'on voit les statistiques ? Ah, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Il y en a moins de 10, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, mais c'est quand même pas énorme. Alors, avant de commencer, si je veux capter votre attention, on a intérêt à faire une petite sieste neuronale, donc on va faire ça pendant 10 minutes. Je vais vous aider à la faire.
Voilà, on va faire une petite sieste neuronale. Alors, pourquoi neuronale? Parce qu'on ne va pas forcément s'endormir, ce n'est pas l'objectif, mais on va juste se mettre en mode repos et on va favoriser le fait que le corps va se reposer. Parce que tout va changer dans notre corps dans cette période où on va tranquillement respirer différemment, on va se mettre dans une sensation de détente, de lâcher prise. Ça ne va pas être long. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on pratique ce genre de technique, on retrouve 2h30 d'énergie comme celle du matin, dans la qualité, la concentration. On va faire baisser l'hormone du stress dans le corps. Donc, si on a eu une matinée un peu chargée, je ne sais pas quelle matinée vous avez eue, en l'occurrence, ce qu'on sait, c'est que ça va nous permettre vraiment de réguler notre état physiologique pour que l'après-midi se passe mieux. Donc, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour tout le monde. Donc, je vais vous inviter tranquillement à couper vos téléphones, à enlever les vibreurs. Je sais que c'est douloureux. On y va. Vous coupez tous vos téléphones. Il y en avait peut-être déjà plus qui étaient en mode on. Je crois qu'il restait encore quelques-uns. Vous allez vous installer sur votre fauteuil tranquillement. Et puis moi, je vais vous guider. Je vais me mettre au milieu. Hop là, si je fais tomber le micro. Et je vais vous accompagner. Alors je mets la main parce que j'ai une lumière dans le... J'ai la lumière qui me dérange. Tout le monde est prêt? Ça ne va pas durer longtemps. On va juste se faire un petit moment où je vous invite à fermer les yeux. Vous n'êtes pas obligé, si vous ne le souhaitez pas, librement décider. Vous posez vos pieds bien à plat sur le sol, tranquillement. Vous posez vos mains sur vos cuisses. Et si vous êtes prêt, si vous avez envie de vous ressourcer quelques instants, je vous invite à fermer les yeux. À glisser votre attention au niveau de votre dos pour sentir les muscles du dos bien appuyés contre le dossier. Du haut du dos jusqu'en bas. Arrivé en bas du dos, je vous invite à glisser votre attention au niveau des muscles fessiers et à sentir toute la zone de contact de vos muscles fessiers avec le fauteuil. Sentez comme les muscles s'étalent, s'enfoncent un peu plus. Puis vous pouvez aussi glisser votre attention au niveau de vos pieds et appuyer avec la plante de vos pieds sur le sol en redressant les orteils et tranquillement accueillir le moment où toute la plante de vos pieds jusqu'au bout des orteils retrouve le contact au sol. À présent, je vous invite à porter votre attention sur le sommet de votre crâne. Vous relâchez votre front. Imaginez-le comme un grand lac calme. Vous relâchez vos yeux. Les muscles autour des yeux se détendent. Et tout ce qu'il y a derrière les yeux également se relâche. Laissez aller vos paupières de manière à ce que vos yeux restent clos, sans effort. Vous relâchez vos joues, l'extérieur des joues, l'intérieur. Vos dents se desserrent. Vous relâchez votre menton. Et vous accueillez la présence de votre visage, de votre tête, en train de se détendre. Portez à présent votre attention sur les muscles de l'avant du cou. Et laissez-les aller, ces muscles. Relâchez les muscles de la nuque à l'arrière. Et laissez aller aussi les muscles qui glissent le long du cou vers les épaules. Vos épaules se libèrent, s'abaissent, peut-être un peu plus lourdes. Relâchez les muscles de vos bras, libérez vos coudes. Les muscles de vos avant-bras, laissez-les aller. La face externe, mais aussi la face interne. Tout se détend. Vos poignets se libèrent, vous relâchez vos mains. Le dos des mains jusqu'au bout des doigts, mais aussi la paume, tout l'intérieur qui se relâche.
Et vous accueillez la présence de votre cou, de votre nuque, de vos épaules, de vos bras et de vos mains en train de se détendre. Relâchez à présent votre cage thoracique et pendant quelques instants, je vous invite à porter toute votre attention sur les mouvements du thorax qui accompagnent votre respiration. Juste le mouvement. Ça se fait tout seul, c'est une petite vague qui monte et puis qui redescend. Essayez de percevoir le mouvement, juste le mouvement. Puis peut-être aussi que dans ce moment, vous pouvez accueillir les battements de votre cœur qui bat en vous pour vous, à chaque instant. Des battements doux et forts à la fois. La vie qui est là, qui bat en vous, pour vous. À présent, portez votre attention sur les muscles du haut du dos et relâchez les muscles entre les épaules. Derrière les omoplates, tout se déploie, ça s'étale. Et vous accueillez la présence de votre thorax du haut de votre dos, en train de se relâcher, en train de se détendre. À présent, portez votre attention sur les muscles abdominaux. Et je vous invite à relâcher ces muscles, à laisser aller l'anneau abdominal. Le ventre s'assouplit. Et peut-être aussi que vous pouvez percevoir les mouvements des muscles abdominaux qui se soulèvent doucement quand le souffle arrive et puis qui redescendent quand le souffle repart. Une petite vague qui monte quand le souffle arrive et puis qui redescend doucement quand il repart. Portez votre attention juste sur les mouvements et laissez-vous bercer par ces mouvements si vous le souhaitez. Sentez comme le rythme est paisible. À présent, portez votre attention sur le bas de votre dos et relâchez les muscles de votre ceinture lombaire à l'arrière. Tout se déploie, s'étale. Et vous accueillez la présence de votre ventre et du bas de votre dos en train de se détendre. Puis vous portez votre attention au niveau des muscles fessiers et vous les laissez aller, ces muscles. Ils se relâchent. Vous libérez vos hanches, votre bassin. Vous relâchez les muscles de vos cuisses. La face externe se détend, mais également les muscles profonds de l'intérieur. Vos genoux se libèrent, vous relâchez vos mollets, les chevilles s'assouplissent, le relâchement se poursuit au niveau de vos pieds, au niveau des talons, de la plante des pieds, des orteils, tout se détend. Peut-être qu'il y a des sensations de détente qui arrivent, des chatouillis, des fourmillements. Vous laissez faire. Et vous accueillez la présence de tout le bas de votre corps en train de se relâcher. La présence de toute votre corporalité détendue, à l'écoute de votre harmonie intérieure dans ce moment, qui est là pour vous ressourcer, vous reposer, vous redonner de l'énergie. Et à chaque expiration douce, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous laisser aller encore davantage. Peut-être que la sensation d'être proche du sommeil est là. Accueillez ce qui est présent. Je vous invite à présent à accueillir dans votre champ de conscience une évocation apaisante pour vous.
Cette évocation est peut-être un mot, comme le mot calme, ou tout autre mot. Un paysage, le visage d'un être cher. Accueillez ce qui vient. Pendant quelques instants, vous allez à présent, à chaque fois que vous allez expirer l'air doucement, faire venir mentalement cette évocation. Sur chaque expiration douce, elle vient. Elle accompagne le souffle. Portez votre attention sur cette évocation à chaque expiration. Peut-être qu'avec elle, il y a d'autres sensations qui viennent. Accueillez-les sans les juger. À présent, très tranquillement, vous allez vous préparer en profitant encore des sensations qui sont présentes ici et maintenant, en intégrant peut-être les sensations de repos. Vous allez vous préparer à prendre une première respiration plus profonde. Puis une seconde. Puis une troisième. Et puis tranquillement, vous allez remettre de la pression sur le sol avec vos pieds pour remobiliser votre tonicité. En sortant de ces petites siestes très doucement, du bas du corps jusqu'en haut, vous allez remobiliser vos pieds, vos cuisses, vos mollets, le bassin, les muscles abdominaux. Peut-être que vous allez avoir envie de bouger les mains, les bras, les épaules, de vous étirer comme un chat peut le faire. Vous prenez tout votre temps pour une complète récupération. Et quand le moment sera votre moment, vous pourrez tout simplement ouvrir les yeux. Sortir de votre petite sieste neuronale qui a duré 10 minutes. Un espace de repos pour se ressourcer et continuer l'après-midi avec des sensations d'énergie différentes. Merci à vous. C'est bon, je peux reprendre? Sortez de la sieste? Ouais? Alors oui, la sieste neuronale, elle peut faire du bien. Tout le monde n'est pas toujours dans cette énergie de sieste. En tout cas, physiologiquement, il y a un appel. Si on l'écoute, qu'on se l'octroie, durée de vie plus longue, meilleur après-midi, moins de sautes d'humeur, et puis surtout plus de performance parce qu'on va avoir une qualité de concentration. Je vous le disais, il y a toutes les études qui sont faites dans ce domaine et on travaille beaucoup sur ces domaines-là, notamment à Stanford. Elles vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire que c'est très régénérant. Pour autant, on a souvent des réunions dans ces créneaux de journée. Et les réunions sont difficiles pour tout le monde. Donc c'est intéressant de se dire, si je dois utiliser ces créneaux de journée pour faire des réunions, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces, ces réunions? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est si je dois m'en servir quand même, est-ce que je ne dois pas intégrer ce genre de pratique? Et ça se fait de plus en plus dans des grands groupes, comme dans des petites structures, d'intégrer ces moments. Des sociétés comme Google font ça depuis 2 ans ou 3 ans, ont installé des salles de sieste qui ne sont pas des salles avec des lits. Ce sont en revanche des espaces où des salles de réunion, par exemple, qui peuvent être utilisées, où les personnes qui le souhaitent peuvent venir, dans leur pause déjeuner, bien entendu, prendre 15 minutes pour se mettre en mode ressources et se retrouver de l'énergie. L'énergie, on peut la trouver de façon très diverse et variée. Est-ce que vous vous sentez un peu ramollo, là? Ouais? Voulez vous remettre un peu en énergie? Ouais? Alors on va y aller. Je vais vous faire un autre exercice. Vous êtes assis, ça va être un peu chaud, je vous préviens, vous allez reprendre de la chaleur. Parce que quand on est en température basse, quand on va s'endormir, c'est ce qui se passe, le corps baisse en température. Alors on va remettre de la température dans le corps. Alors je vous invite à vous avancer un peu sur vos chaises. L'exercice est le suivant. On va inspirer et expirer par le nez. On va se servir de cette ressource de respiration. On va inspirer et expirer par le nez. On va faire le mouvement suivant. Vous voyez, quand j'inspire, j'ai les bras en l'air. Quand j'expire, je les descends. J'inspire, ok. Alors on va faire le mouvement de façon tonique.
On n'est pas des rats mollo, on veut se remettre en tonicité, on y va. On va faire ça 15 fois, on y va ensemble. On va faire 3 séquences. On y va. 1, 2, 3. On s'arrête. On s'arrête, petite pause. On va refaire encore 2 fois. Vous allez voir, ça réchauffe. Vous êtes prêts, on y retourne. 2e fois, on remonte les bras. Toujours inspiration, expiration par le nez, c'est important. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On s'arrête. Petite pause. Vous réchauffez un peu, non? On refait une 3e fois. Vous les regardez, là, ça vaut le coup. Hein. Moi, j'ai une place privilégiée. On y retourne une 3e fois. 1, 2, 3. On s'arrête. Vous vous sentez comment? Chaud. Voilà, parfait. Je peux continuer. Voilà, c'est bon. Donc la sieste neuronale, on peut faire la sieste et se remettre en mouvement très vite, se remettre en température très rapidement. C'est pas compliqué. Dès qu'on se sert du corps, c'est extrêmement rapide en fait. Donc c'est intéressant de se servir des baisses d'énergie du corps parce que si on se ressource à ce moment-là, on dépense beaucoup moins d'énergie, on en reprend au contraire et on va être d'autant plus efficace. Donc moi j'aime bien parler de la gestion du temps, mais c'est pas ça qui est l'essentiel dans la journée de chacun, c'est la gestion de l'énergie. Parce que dans le temps, si l'énergie n'est pas bonne, on va mettre beaucoup plus de temps à faire les choses. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre que je peux prendre des espaces de pause en journée, moi à titre personnel en tant que dirigeant, mais pour mes équipes, c'est la même chose. Les pauses vont être importantes, même en rythme quand il y a de l'intensité, mais si je m'autorise aussi à me ressourcer sur des périodes courtes, comme on vient de le faire. Ce pas des exercices qui sont longs, on peut les intégrer. Alors oui, on va reprendre la partie, maintenant que vous avez retrouvé de l'énergie, de l'équilibre, je peux continuer. Alors, quand on parle des risques psychosociaux en France, on a toujours une approche, et moi, pareil, j'ai un regard un peu différent, parce que j'ai vécu à l'étranger, et ce regard, c'est que nous, chez nous, on a tendance toujours à charger l'employeur de toutes ses responsabilités. Et ça, c'est un regard qui est très particulier, parce que finalement, quand on parle du RSE, c'est l'employeur, quand on parle du HSCT, c'est l'employeur, les risques psychosociaux, c'est à la charge de l'employeur, et moi, je considère qu'en fait, c'est une co-responsabilité, et que quand on regarde ça, côté employeur, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, on regarde ça du dehors. Bergson a travaillé beaucoup sur le temps, le philosophe Bergson, et il a une façon d'expliquer le dedans et le dehors qui est un petit peu particulière, où il dit qu'en fait, si je regarde mon bras en train de faire un mouvement, je regarde mon bras descendre, ok, je visualise un mouvement, je le vois du dehors. Maintenant, je me concentre sur, quand je fais le mouvement, je sens les muscles qui bougent, je sens le bras qui descend, je ne suis pas en train de le regarder, je le vis. Moi, je considère que justement, cette thématique des risques psychosociaux, on ne doit pas la regarder du dehors, pas seulement du dehors. On peut mettre en place des stratégies dans les organisations, vous le faites certainement, on y réfléchit, on fait en sorte que le niveau de stress managérial soit le plus bas possible. À côté de ça, chaque individu est aussi responsable de ce qui va l'impacter. Et on n'est pas tous pareils. Donc, ce qui est intéressant quand on commence à se questionner là-dessus, c'est de se dire comment finalement chacun peut s'outiller, parce que des situations vont être perturbantes pour certains et moins perturbantes pour d'autres. Pour autant, quand on est dans une entreprise, on a un seul objectif qui est un objectif commun d'avancer. Si on mobilise nos interactions et nos complémentarités, mais aussi nos zones de fragilité, mais que derrière il y a du soutien, ça va nous permettre de vivre les choses tout à fait autrement. Alors, les risques psychosociaux, les enjeux, ils sont divers, vous les connaissez peut-être. Alors, on parle bien sûr des exigences liées au travail, donc ça va tourner autour de la contrainte, ça va partir au niveau de l'intensité, des rythmes, des niveaux de compétences. Bon. Des exigences émotionnelles, la difficulté parfois à pouvoir exprimer ses émotions dans le contexte professionnel, difficile avec sa hiérarchie, donc ça me coûte de ne pas pouvoir le faire, difficile avec mes collègues, parfois impossible avec les clients. Donc ça coûte, ça fait partie des facteurs favorisants. La notion d'autonomie et de marge de manœuvre. Quelle autonomie dans mon travail j'ai? Alors, moins on en a, plus effectivement, et c'est quelque chose qui est assez, en France, assez haut. Les gens se plaignent de ne pas avoir, ils ont de l'autonomie, mais par contre, leur capacité à être décisionnels dans l'évolution de la façon dont leur travail évolue
est assez faible. Donc la marge de manœuvre. Les rapports sociaux, ça c'est les rapports que je vais avoir avec mes collègues, ma hiérarchie. Ça va toucher à mon salaire, à ma promotion, à ma formation, à la reconnaissance. Ça va toucher aussi aux interactions, l'atmosphère du travail, les liens entre les collègues, s'il y a des tensions ou pas. Les conflits de valeurs, est-ce que dans la posture, dans mon travail, on me demande d'être en conflit par rapport à mes valeurs personnelles? Ça coûte très cher aussi, parce que c'est très difficile à tenir sur du long terme. L'insécurité économique, ça c'est très fort en France, la thématique de l'insécurité, où oui, on sait pourquoi, il y a une inquiétude des personnes qui sont en poste de se dire qu'est-ce qui se passe si je perds mon travail, et donc une espèce de tension qui est permanente. Alors quand plusieurs facteurs sont joints effectivement et viennent converger, ça crée des violences internes, ça peut aussi créer des violences externes, ça peut être en lien avec la clientèle, l'extérieur, et puis bien sûr du stress. Alors sur le stress, il y a beaucoup à dire, j'essaie d'avancer. Par rapport à cette thématique sur le stress et les risques psychosociaux, moi ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que faire de cette problématique qu'on m'impose de l'extérieur, puisque effectivement, juridiquement parlant, maintenant il y a des lois, il y a tout un contexte qui est en évolution, mais avec des structures qu'on connaît, qui sont contraignantes. Est-ce que je peux me servir en fait de cette contrainte pour qu'elle devienne une opportunité et que je puisse transformer la pénalité? Pour qu'on puisse transformer la pénalité, il faut comprendre quelque chose d'essentiel, vraiment essentiel. Notre corps. On a un corps formidable. Je ne sais pas qui a fait le travail. Je ne sais pas si c'est le hasard. Si c'est le hasard, chapeau. Si c'est un dieu, plusieurs dieux, un travail de co-développement, j'ai aucune idée qui a fait le boulot, mais il n'y a rien sur Terre d'aussi bien élaboré que nous. Rien. Notre machine, nos équipements biologiques, dès qu'on commence à s'y intéresser, sont absolument formidables. Alors le ou les créateurs ou le hasard, je ne sais pas, quand l'homme a été conçu sur Terre, l'objet de notre présence sur Terre, c'était d'avoir des activités le jour, parce que le jour, il y a de la lumière, donc on est équipé pour être plutôt en activité le jour, pour dormir la nuit, parce que la nuit, il faut qu'on se repose. Donc le ou les créateurs nous ont équipés avec un système nerveux central. Et le système nerveux central, c'est quoi son rôle? C'est de nous permettre de faire des actions volontaires. Je veux prendre cette petite télécommande, j'ai un ordre qui part de mon cerveau, vers mes muscles, vers mes nerfs, et une coordination, je prends ma télécommande. Ça, c'est la charge, la responsabilité du système nerveux central. On a équipé aussi d'une boîte automatique pour ne pas avoir à gérer certaines fonctions, les fonctions vitales de notre organisme. Est-ce que vous vous occupez de faire battre votre cœur? Non. La respiration? Non. La digestion? Non. La liste est longue. Toutes les fonctions vitales sont gérées par une boîte automatique qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, son rôle, c'est de fonctionner en pilotage automatique en permanence. C'est aussi lui qui gère nos réponses au stress. Et ça, c'est dans une partie de notre cerveau. La base du système nerveux autonome est connectée à une partie de notre cerveau qui est la partie du cerveau reptilien, très animal. Donc la gestion de nos stress immédiate ne se fait pas consciemment, elle se fait inconsciemment. Il y a des mécanismes physiologiques de défense qui nous mettent en mouvement. Et là encore, c'est un équipement de base que nous avons tous, à tout niveau d'hiérarchie, nous l'avons. Donc, le système nerveux autonome gère cette fonction de boîte automatique. Et ce qui est intéressant, c'est que la respiration fait partie aussi des fonctions qui nous permettent de réagir. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que fonction automatique, donc on n'a pas à s'en soucier. Ouais. Sauf que, quand on est sous stress, ce qui arrive aussi, c'est que quand on est stressé, on a nos rythmes cardiaques qui augmentent. Et puis quand on commence à se sentir mieux, ça rebaisse. Donc toute la journée, on va avoir des fluctuations d'état. Et ça fait partie de notre quotidien. Alors quand quelqu'un est très stressé, vous vous rendez bien compte que souvent le rythme cardiaque va augmenter. Peut-être même que cette personne va arrêter de respirer, va se mettre dans des postures. Chacun a ses stratégies de défense. Mais ce qui est intéressant quand le rythme s'intensifie, c'est que finalement, il va y avoir de l'intensification sur les rythmes, sur la pression, sur un tas de facteurs qui vont favoriser que cette sensation de stress va encore augmenter. Alors, il y a un petit truc qu'on peut faire dès que le rythme s'intensifie, si on veut faire baisser son taux de stress, son niveau de stress, nous, mais c'est aussi vrai pour les équipes, c'est de se servir du souffle. Parce que le souffle, la respiration, à la fois, ça fait partie de notre programmation de boîte automatique, mais la respiration, c'est le seul programme physiologique que l'on peut passer en boîte manuelle. Je vous ai dit qu'on a été créé, conçu par, je ne sais pas quel était le niveau de réflexion, mais en tout cas, si on avait, nous, la responsabilité de nous occuper de la respiration, du rythme cardiaque, plus de travailler, on ne ferait rien de tout ça et on mourrait régulièrement, plusieurs fois par jour. Donc, cependant, la respiration, on peut manuellement repasser en boîte manuelle et réguler notre niveau de stress par la respiration. Pourquoi? Parce que quand j'inspire,
j'appuie sur mon accélérateur. Ma boîte automatique, elle a 2 pédales. Elle a un accélérateur, un frein, équipé pour que quand je suis en activité, mon accélérateur soit mobilisé. Quand je me mets en mode pause, c'est le frein qui prend le relais. Donc je suis constamment en train d'accélérer et de freiner. Quand je suis sous stress, j'accélère, évidemment, et de plus en plus. Et plus je vais avoir de stress cumulé en journée, plus je vais accélérer. Et quand je suis sous stress, je produis des substances particulières dans mon corps, pas n'importe lesquelles. Et je vais en produire de plus en plus. Et donc ma fatigue va augmenter, donc mes sensations corporelles vont évoluer, mon état va changer. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui, au bout d'un moment, s'épuisent aussi, je vais y revenir. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on peut réguler ces effets physiologiques du stress avec la respiration, parce que si je décide de passer en boîte manuelle avec ma respiration, je peux reprendre le contact de mon système nerveux autonome, je peux reprendre le contrôle et le remettre en régulation. Alors on va faire un petit exercice tout de suite. On va s'amuser à respirer pour essayer de réguler justement son système nerveux autonome. Remettre en équilibre les 2 pédales. On peut faire ça n'importe quand. Par contre, il y a une condition. Il y a plusieurs formes de respiration. Il y a des gens qui respirent en haut, qui ont le thorax qui monte, le ventre qui se rentre. Ça, c'est une respiration possible. Puis quand ils soufflent, le ventre sort et le thorax descend. Vous me suivez ? Vous connaissez ça ou pas? Ouais. On essaye. Allez-y, faites-le. Vous inspirez un grand bol d'air par la bouche, vous mettez votre main sur votre thorax, votre main sur votre ventre. On y va. Votre thorax monte, il faut que vous ayez le dos droit. Voilà, le dos droit. Donc mon ventre rentre, quand j'expire, mon ventre sort, mon thorax descend. Tout le monde le sent ? Ce n'est pas cette respiration qui va nous permettre de remettre notre système nerveux autonome en équilibre. C'est pas celle-là. Celle qu'on va chercher, c'est celle qu'on a quand on dort. On passe 75% de notre temps de sommeil à respirer par le ventre. Vous avez entendu parler de cette respiration par le ventre. C'est quoi la respiration par le ventre? C'est une respiration du bas du ventre. C'est même pas là le ventre, c'est là. C'est une respiration du bas du ventre. À l'inspire, mon ventre se gonfle. À l'expire, mon ventre rentre. Donc ça, c'est une respiration qu'on va pouvoir installer consciemment. Si on a du mal à la trouver, parce que toute la journée, on passe la majeure partie de notre journée à respirer en inversé, pour la plupart des adultes. Ce n'est pas le cas des petits-enfants, ce n'est pas le cas des animaux. Les petits-enfants, ils ont cette respiration abdominale naturellement, elle change vers 3-4 ans pour basculer en haut, et les petits-enfants, quand ils sont en crise, ils basculent en respiration haute. Cette respiration qui est plutôt émotionnelle, quand il y a du sanglot, de la colère, c'est là que ça part. Nous, si on veut se mettre en mode pause en journée, on va chercher cette respiration abdominale parce que c'est celle que le corps a mémorisée comme une respiration reposante, apaisante. Et quand je dors, que je passe 75% de mon temps à bien dormir, que je suis dans le sommeil lent, l'autre partie, c'est quand je rêve. Alors, quand je rêve, il se passe des trucs, donc je ne peux plus respirer de la même façon. Mais 75% de mon temps de nuit, c'est une respiration abdominale. Ce n'est pas le thorax qui bouge. D'ailleurs, quand on regarde un dormeur, ça ne bouge pas beaucoup en haut, ça bouge en bas. Donc ce qui est intéressant, c'est de retrouver cette respiration et surtout d'expirer plus longtemps que je n'inspire. C'est ce que je fais quand je dors, parce que je mets plus de frein que d'accélération. Alors l'idée, c'est d'aller chercher cette respiration. Pour la trouver, vous faites l'exercice suivant, on peut le faire ensemble. Vous appuyez avec votre main sur votre ventre, vous allez souffler l'air par la bouche comme si vous souffliez dans une petite paille. Vous appuyez bien, hein. Le ventre se rétracte. Quand il n'y a plus d'air, vous toussez. On va tous tousser ensemble. Maintenant, j'inspire l'air par le nez en gonflant mon ventre. Et c'est mon ventre qui gonfle, c'est pas mon thorax, ça ne monte pas jusqu'en haut. Et je souffle doucement. Et je prends le temps de souffler. Et j'inspire. 1, 2, 3, 4. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous fermez les yeux, ça va être plus facile. 1, 2, 3, 4. J'inspire, mon ventre gonfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'expire, ça se vide. 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'expire encore une fois. 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'expire. Je suis tout simplement en train de me mettre en boîte manuelle, en expirant davantage. Petite séquence que je peux faire n'importe quand, que je peux partager avec mes équipes parce que ce n'est pas compliqué. Par contre, quand il y a des rythmes intensifs, ça permet de se mettre en récupération quand je veux, n'importe quand, en journée. Donc ce n'est pas compliqué à installer. Et ça va faire baisser le taux de stress. Parce que quand on travaille sur ces respirations, on fait baisser le cortisol qui est l'hormone du stress, très simplement. Et si on pratique ce genre d'exercice 3, 4, 5 minutes, le taux il baisse. Alors on l'a fait qu'une minute, mais si on s'amuse à le faire un peu plus longtemps, c'est ce qui se passe.
Alors quand on est sous stress, on a 3 états du stress qui sont identifiés. Il y a d'abord l'alarme qui nous mobilise. Quand il y a des stress extrêmes, l'alarme elle est physiologiquement extrêmement importante. Les pupilles vont se dilater, le cœur va s'accélérer pour qu'il y ait plus de sang qui circule, pour que les muscles soient plus irrigués, pour qu'on ait plus de capacité à fuir, à se battre. C'est vraiment très animal. Le taux de coagulation va monter pour qu'en cas de blessure, on saigne moins. Ça, c'est vraiment les phases extrêmes. On va produire de l'adrénaline, la noradrénaline. On peut aussi ne plus percevoir la douleur. Donc voilà, il y a vraiment des mécanismes importants de modification physiologique. Ensuite, il y a l'état de résistance, qui est un état qu'on parle de phase d'adaptation. Donc là, on s'adapte à une situation, on commence à en prendre la mesure. Donc la mobilisation n'est plus la même, on passe dans un registre moindre, mais c'est un registre qu'on connaît fréquemment en journée, parce que c'est souvent la façon dont on va réagir aux situations qui se présentent à nous. Parce que le stress, qu'est-ce que c'est ? C'est juste notre capacité à nous adapter à une situation qui vient vers nous. Et puis il y a l'état d'épuisement. Alors là, l'épuisement, c'est quand ça dure depuis un petit moment, cette sensation, cette situation de stress, ça devient quelque chose de fréquent dans ma journée. Je le cumule, c'est-à-dire j'ai une raison, je suis en train de... Et j'ai un appel qui arrive, ou j'ai des situations que je vis, qui me remettent encore en stimulation. Je suis de nouveau à fond sur mon accélérateur. À chaque fois, je rappuie à fond sur mon accélérateur. Donc ça, c'est les 3 états qu'on connaît. Quand on est face au stress, il y a plusieurs situations. Soit je vais me mettre en mode activation, je me mobilise pour réagir. Et quand ça marche, qu'est-ce qui se passe quand ça marche ? Quand ça marche, voilà, je vais vers une possible... C'est la gazelle qui court dans le bush, elle est coursée par une lionne, elle court très vite, elle court tellement vite que voilà, ça marche pour elle. Elle a échappé à la première lionne, tout va bien. Elle vient de finir de courir, elle est contente d'avoir échappé à la première lionne, on va revenir là. Pas de peau, il y a 2 lionnes qui l'attendent encore derrière. Donc là, il va falloir qu'elle se remette à courir. Elle n'a plus d'énergie pour, donc très clairement, elle rentre dans un mode de production d'hormones du stress parce qu'elle sait qu'elle est cuite, qu'elle va se faire avoir. Et donc là, le résultat est là. Voilà. On peut aussi, quand face à une situation de stress, rentrer dans ce qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire être dans l'incapacité à se mettre en réaction. Alors, pour différentes raisons. Parfois, l'état de sidération peut arriver. On n'a pas les moyens, on n'arrive pas à trouver les ressources. Et parfois, on ne sait pas quoi faire avec, donc on reste dans la non-action. Ça coûte assez cher. La non-action, dans les équipes, elle coûte cher, notamment les personnes qui vont se mettre en burn-out, souvent, elles ont pris beaucoup sur elles, et puis au bout d'un moment, ça devient trop. Donc là, les inhibitions, on ne fait rien, on est dans le subit total. C'est vraiment l'histoire des rats de Laborie. On a des rats dans une cage. Henri Laborie a fait beaucoup de travail sur le stress. Alors lui, il identifie en fait le stress physiologique dont je viens de parler, puis un autre stress psychosocial. Alors, les rats de Laborie, c'est quoi ? Vous avez une cage avec une séparation. Il y a un film très connu d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, où il fait le parallèle entre des rats et puis des gens dans la vraie vie. Alors, les vêtements ont vieilli parce que c'était années 70, mais tout le film est vraiment intéressant à regarder parce que ça nous parle de nos vies à nous aussi et de nos modalités de réaction. Donc les 2 rats séparés par une cage. On envoie un signal sonore et puis derrière, les rats reçoivent une décharge. Donc les rats vont être soumis à ce traitement pendant plusieurs semaines. Et puis au bout d'un moment, il y a un des rats à qui on explique que s'il va dans un espace de la cage, il ne reçoit plus de décharge électrique. Ce rat-là, il va s'arrêter tranquillement, il ne va plus être perturbé quand le son arrive, il sait où aller, tout va bien. Le rat d'à côté, il n'a pas le message. Lui, il va continuer à sursauter, à se mettre en mode réaction tout le temps. Et il va finalement finir par s'épuiser, parce qu'il est sans arrêt en train, dès qu'il y a le son, il réappuie à fond sur son accélérateur, et puis ça le fatigue énormément. Et le rat, il rentre dans ce rat-là, il rentre dans ce qu'on appelle aussi le stress psychosocial, c'est-à-dire que le rat a mémorisé que le son signifie la punition. Là, vous voyez, il y a 2 faisceaux. Il y a le faisceau de la récompense, c'est-à-dire qu'en fonction des choses qu'on a vécues, si ça a fonctionné pour nous, la mémoire du corps a enregistré que la situation a été finalement un stress positif. Si on s'est pris la porte parce que ça n'a pas fonctionné ou qu'on a eu un échec, la mémoire de notre cerveau, c'est la punition. Donc typiquement parlant, il y a des mécanismes qui se mettent en route et puis qui vont faire que quand on retrouve des situations parfois un peu identiques à celles qu'on a connues, si on ne les a pas bien vécues, avant même qu'elles arrivent, on commence déjà à être en mode défense. On commence déjà à mobiliser des ressources énormes, sans s'en rendre compte, mais c'est déjà bien là. Alors, sur nos façons d'agir ou de réagir, on sait qu'il y a des typologies de personnalités avec des dominantes. Alors il y a des personnes qui vont être dans vos équipes d'ailleurs, beaucoup dans le combat, dans la lutte, quand les situations se présentent à elles. Puis il y en a d'autres qui vont plutôt être dans l'axe d'inhibition parce qu'elles ne savent pas trop quoi faire avec. Et donc elles subissent davantage. C'est vraiment comme le rat de droite, elles vont se mettre finalement à subir tout à fait le choc. Et puis au fur et à mesure que l'expérience a duré avec les rats, le rat de droite il finit par plus manger, par plus bouger, il est en train vraiment de s'épuiser. Il ne sait pas ce qui se passe, il subit la situation. Alors quand on est dans un type A, assez lutte combat, plutôt une capacité à être tout le temps dans la réaction et dans l'activation, le modèle que je vous ai montré qui était le schéma de gauche, il y a des pathologies qui sont émergentes, on les connaît, c'est plutôt cardiovasculaire, parce que c'est des natures plutôt à tout le temps être dans le combat et ça fatigue aussi. Puis ça ne marche pas toujours le combat, il y a des moments où le combat, ça ne fonctionne pas.
Donc ça coûte quand ça ne fonctionne pas, encore plus. Et puis il y a le type B qui est plutôt le format, la force tranquille des personnes qui ont la capacité à pouvoir absorber la situation sans être impactées. Alors elles ont naturellement des équipements, et puis peut-être qu'elles les travaillent pour développer cette capacité-là. Elles, typiquement, c'est 50% de moins de pathologies cardiovasculaires. La troisième famille, c'est le type C, c'est plutôt ceux qui sont dans l'inhibition, qui vont, à chaque fois qu'un stress se présente, rien dire, rien faire, être dans un choix conscient ou pas conscient de réaction. Et eux, typiquement, alors ce sont des profils où il y a beaucoup de pathologies en R, et c'est surtout gastro-intestinal. Donc, ulcère, cancer, mais aussi beaucoup de pathologies en R, au niveau gastro-intestinal. Alors bon, c'est intéressant parce que, là encore, pour vous et dans vos équipes, bien sûr que vous avez parmi vos équipes des profils qui sont ceux-là. Alors il y a des dominantes, on peut aussi basculer, on n'est pas tout le temps dans l'inhibition ou dans l'activation, mais n'empêche que c'est ce qui se passe physiologiquement, ça coûte. Alors comment mieux faire équipe avec le stress? D'abord le stress, il y a le mien, c'est-à-dire ma manière dont je réagis quand les situations se présentent à moi. Il y a aussi le stress avec l'autre, c'est-à-dire qu'un collègue peut me stresser, un client peut me stresser. Et ce qui va stresser un employé ne va pas stresser l'autre. Il y en a, quand il y a des clients qui sont agressifs, que ça va complètement décomposer. Il y en a au contraire, quand le client est agressif, ça ne va pas du tout les perturber. Et on n'est pas tous égaux. Là encore, c'est très variable d'un individu à l'autre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de comment je fonctionne. Il y a mon stress physique, il y a mon stress mental, mon stress émotionnel. L'énergie des émotions, ça c'est extrêmement intéressant de comprendre que l'impact du stress a aussi un impact sur nos émotions. Il y a une étude qui a été faite en Finlande. Ils ont testé 701 personnes de nationalités multiples et variées. Ils leur faisaient passer certaines épreuves, regarder des films, lire des livres, faire plein de choses où émotionnellement ça les bousculait. Et ils les ont questionnés sur votre ressenti, c'est quel type d'émotion ça se passe où dans votre corps? Puis on a mesuré, en fait, en même temps qu'on les testait, quel type d'énergie c'est. Est-ce que c'est une énergie chaude, une énergie froide? Alors si vous regardez ce petit là on voit que c'est la colère, la peur, là c'est quelqu'un qui est écœuré, le bonheur, la tristesse, la surprise, l'état neutre, l'anxiété, l'amour, l'état dépressif, content, fier, honteux, envie. Alors là on passe, nous, par ces sensations-là aussi en journée. Ça va très vite. N'empêche que si je suis en surstress, et que je commence à être tout le temps en colère, par exemple, vous imaginez le volume d'énergie que ça me coûte. Et ça coûte aussi à mon corps, parce que mon corps se met en réactivité pour absorber ça, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour évacuer ces tensions? De nouveau, on peut se servir du souffle. Je vais vous montrer un petit exercice que vous pouvez intégrer dans vos journées pour favoriser le fait que vous ne gardez pas ces tensions, l'impact de ces énergies qui sont peut-être arrivées parce que vous avez vécu des choses dans votre journée, c'est vrai pour vous ou pour vos équipes. Pour pas que ça monte, c'est un peu comme une cocotte minute, pour qu'on évite le moment où la cocotte minute risque après de péter. Donc ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On se remet en respiration abdominale, ça c'est toujours fondamental. Donc, je peux fermer les yeux, je fais quelques respirations abdominales, tranquillement. Et puis, on se sert d'une respiration qu'on utilise beaucoup en sophrologie qui s'appelle IRTER. On va mettre en place un mécanisme où, à l'inspiration, j'inspire, je retiens l'air, ça c'est le R, le T, je vais me mettre en tension, le E, je vais expirer, le R, je vais me relâcher. Je mets en interaction mon corps et mon esprit pour évacuer mes tensions. À partir du moment où je me mets en interaction volontaire, j'agis. Un préparateur mental, nous en sophrologue, il y a beaucoup de sophrologues qui participent à des préparations de sportifs, on ne prépare jamais le mental, on prépare l'interaction entre le corps et le mental. Ce n'est pas le mental et le corps, on se sert de l'ensemble. Et si on commence à travailler dans cette direction, il y a des ressources incroyables à découvrir. Donc ce petit exercice qui semble très anodin, je vous invite à le retrouver chez vous. C'est facile, dans votre bureau, n'importe quand dans la journée. Vous prenez quelques respirations abdominales, vous soufflez, vous mettez vos mains derrière votre nuque, vous allez appuyer contre le dossier de la chaise, vous allez fermer vos yeux, crisper votre front, vos dents, votre cou, votre nuque, vos bras, vos muscles abdominaux, thoraciques, fessiers, cuisses, mollets, orteils. Et au moment où vous allez expirer, vous allez tout relâcher. Voilà. Et vous allez tout... L'idée, à l'expiration, j'évacue tout ce qui me pollue. Toutes les énergies qui m'ont pollué ce matin, je les évacue. On fait toujours les choses 3 fois. On y revient, on fait une petite temps de pause, on le fait une deuxième fois, toujours pareil, on souffle, on inspire, on met les mains derrière la nuque, on retient l'air, on met tout le corps en tension, à l'expiration, on souffle, on dépose. Imaginez votre corps comme un spaghetti cuit à l'expiration. Ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez avoir comme sensation à l'expiration. Vous soufflez, vous inspirez une dernière fois, vous retenez l'air, vous mettez tout le corps en tension à l'expiration, vous expirez, vous relâchez.
Alors ça, c'est pareil, ça se partage. Il y a des fois même des exercices qu'on fait naturellement. On va se mettre en tension, on va s'étirer. C'est aussi une façon d'évacuer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la stratégie de résistance? C'est qu'on cumule des situations de stress toute la journée, plusieurs jours d'affilée. Bah oui, il y a des mécanismes dominos qui se mettent en route, notamment si ça se... la production de cortisol, l'hormone du stress. Oui, absolument. Le taux de sucre qui monte dans le sang. Quand je suis stressée, mon taux de sucre monte dans le sang. Et oui. Ma fatigue, ça me fatigue. Le cortisol me fatigue. C'est mes petites glandes cortico-surrénales qui produisent cette substance. C'est la substance de la tonicité. À force de demander de la tonicité, de l'adaptation, il se peut très bien qu'à un moment, elles arrêtent de fonctionner. Un burn-out, c'est ça, c'est un épuisement physiologique. Il n'y a plus les petites glandes qui sont d'accord pour fournir la substance qui nous met en adaptation. Le système immunitaire va baisser, parce qu'il est incompatible, il ne fonctionne pas bien avec le cortisol. Donc quand je produis beaucoup de stress et que je suis beaucoup sous cortisol, parce que j'en produis beaucoup, mon système immunitaire va baisser en efficacité. Et la sérotonine, qui est un petit neurotransmetteur qui nous met dans la bonne humeur. Neurotransmetteur, c'est quoi? C'est un petit messager qui passe d'une cellule du cerveau à une autre, ou aussi dans cette zone-là, abdominale, intestinale, pour envoyer un signal de bien-être. Donc vous imaginez, quand vous êtes sous stress, le signal ne peut plus circuler, il s'arrête. Et quand on est stressé, la sérotonine, elle baisse. Alors ça, on connaît ça de façon régulière et constante. Alors, il y a une différence pourtant entre des situations de stress ponctuelles, aiguës, et puis celles qui deviennent chroniques et qui entraînent au burn-out. Alors, le coût du stress d'adaptation, il est assez conséquent. Et j'ai besoin d'un petit cobaye pour participer à l'expérience, parce qu'on va faire une expérience avec un monitoring que je vais vous montrer en direct pour vous montrer ce que ça coûte, le stress d'adaptation. Par contre, j'ai besoin d'une volontaire. Ah, j'ai quelqu'un qui vient. Ou d'un volontaire. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai dit, le stress, il mobilise notre cœur. Il nous fait accélérer ou freiner. Alors, je vais vous demander de vous asseoir. On va rapprocher la chaise peut-être de ce petit ordi. Et puis, je vais vous mettre un capteur sur votre oreille. C'est un capteur de pouls. Vous asseyez, vous mettez... Ah, il faut enlever vos boucles d'oreilles. Elles sont inclinées? Juste une. Bon, on enlève les deux. Super. Sur l'oreille? Ouais, sur l'oreille. C'est bon? Alors, voilà. Attendez, on va prendre ça sur la petite. Alors, on va attendre que ça prenne le signal. Il n'est pas encore capté, le signal. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Si, super. Bravo. Merci en régie. Super travail. Ce n'était pas si simple à faire. Alors, on voit la petite courbe du fond, là, celle-là. Celle du bas, là. C'est le pouls. Vous voyez le pouls? Mon capteur, il est où? Ça, c'est le pouls. Le pouls, c'est une moyenne du nombre de battements enregistrés sur une séquence d'1 minute. Mais si je commence à questionner... C'est votre prénom? Anne. Alors, ça va disparaître à un moment, c'est normal. Ça va revenir, il y a un moment d'échantillonnage, c'est normal. Donc, non. Je dis que... Non, c'est bon, pas de crainte. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent, vous, dans la vie? Est-ce qu'il y a des choses qui vous... Est-ce que vous pouvez nous en parler 2 minutes sans que ça rentre dans l'intimité? Alors, vous voyez, quand elle a dit « ça m'énerve », vous avez vu comme c'est remonté? Non, mais vous avez vu. On peut continuer. Alors, des choses qui vous énervent, vraiment, pensez-y, parlez avec nous de ce qui vous énerve. Ou une personne qui m'énerve. Oui, une personne. Quand j'allume la télévision, les informations. Ouais. Vous voyez comme ça monte au moment où elle le raconte? Vous voyez comme ça monte? Alors ça, c'est toute votre journée à vous, mais aussi celle de vos équipes. C'est-à-dire un client qui n'aime pas, qui arrive, vous savez, la mémoire corporelle a enregistré l'information, rien qu'en voyant son numéro s'afficher sur le téléphone, vous êtes déjà en train de vous mobiliser en mode défense. Et ouais. Alors on continue? Ah oui, pardon. Alors on continue, on pourrait jouer des heures à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est normal. On appelle ça le chaos cardiaque, c'est-à-dire que dans la journée, on est équipé pour pouvoir nous adapter à des trucs qui arrivent, et puis on revient après en mode tranquille, ça n'arrête pas tout le temps, toute la journée, on enchaîne là-dessus. Alors maintenant, je vais lui demander à Anne de suivre un mode de respiration particulière. Je vais mettre ce petit ordi sur ça. Voilà. Et on va faire ensemble, alors je vous demande de vous rester concentré sur ça, la bille. Rien d'autre, vous laissez le reste tranquille. Vous portez votre concentration pendant 3 minutes. On va s'amuser, nous, à respirer avec Anne en suivant le même rythme qu'elle. Voilà. Quand la bulle monte, vous inspirez, et c'est une respiration abdominale. Vous allez sentir que le rythme n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas un rythme anodin, et donc il demande un petit effort. Mais jouez le jeu, essayez. Donc quand la bulle monte, vous inspirez. Quand
Quand la bille descend, vous expirez. Expirez par la bouche. On va faire 2-3 minutes. Continuez tranquillement, on inspire. Plus le ventre. Alors, on va arrêter l'expérience tranquillement. Je vais arrêter la séquence. Je vais surtout vous montrer. Oui, ça donne chaud. Ouais. Alors, c'est un rythme de respiration, de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, elle régule notre système nerveux autonome. Elle remet nos pédales en équilibre quand on arrive à s'entraîner un petit peu, parce que là, c'est la première fois. Je vais vous montrer sur mon écran quelqu'un qui fait une deuxième séance, qui s'oblige à rester dans ce rythme-là. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. C'est le rythme idéal pour réguler ces deux pédales, les mettre en mode équilibre. Et ça fait baisser le taux de cortisol de 4 à 6 heures. Si je fais ça 5 minutes le matin, je reprends 5 minutes le midi ou en fin de journée, je me remets en équilibre mon système nerveux autonome de façon profonde. Ça va aussi avoir un impact sur mon sommeil, bien évidemment. Alors, si on regarde la sélection de Anne, vous pouvez vous déclipper. Pardon, merci, retirez. Voilà, pardon, je tire les cheveux, excusez-moi. Alors, où est-ce qu'elle est passée ? Attendez, j'ai un problème de... Bon, attendez, je vais essayer de le fermer, parce que j'ai un petit souci de fonctionnement, là. Bon, je vais revenir sur... alors, vous vous souvenez, la courbe qu'elle avait, elle avait une courbe... merci, je vais juste vous montrer sur mon... J'ai un autre enregistrement que j'avais prévu, un cliché. Je vais vous la montrer. Donc, elle a eu une respiration qui était chaotique au début. Le fait de rentrer dans un rythme particulier, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, remet le système en équilibre. Elle n'a pas réussi à rentrer en équilibre complètement. C'est compliqué. Ça se travaille un petit peu. C'est la première fois qu'elle le fait. Ce n'est pas surprenant. Par contre, quand on est un petit peu entraîné, voilà ce qui se passe. Voilà. Vous savez, quelqu'un qui s'entraîne une deuxième séance. Donc, la première fois, il y a de la difficulté. Ce qu'on voit, c'est qu'à un moment, cette personne... sa courbe cardiaque, elle change pour prendre de la régularité, de l'amplitude et de la régularité. Et là, vous voyez que ça change tout. Ça, c'est pas ça. Et bien, à ce moment-là, elle est rentrée dans les espaces de cohérence. Dès qu'on rentre dans les espaces verts, on se met en équilibre. Ça s'entraîne un tout petit peu, mais ça va très vite. Si vous vous amusez à pratiquer cette respiration consciemment, il faut que ça soit en bas, il y a vraiment, ça change la qualité de journée. Ça fait vraiment baisser physiologiquement les sensations de fatigue. Et... je vous ai mis en indication des applications que vous pouvez charger gratuitement sur vos téléphones, notamment une qui s'appelle Respirelax, qui est la petite bille qui monte, qui descend. Il faut faire un réglage, c'est 6 respirations par minute. Ça, c'est important d'avoir ce réglage, 6 respirations par minute. Et je vais pouvoir faire plein de choses avec cette petite appli. Parce que je peux me remettre en équilibre anti-stress. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, je valide mon réglage. Je peux me mettre en mode repos, ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, 4 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire, ou je peux aussi me mettre en mode dynamisation. Il y a des périodes de journée où parfois j'ai un coup de mou, si je veux me redynamiser, je me sers de mon souffle, j'inspire plus que je n'expire. Donc vous verrez, il y a 3 options sur ce petit Respirelax. Il y a aussi d'autres guides qui sont, parce que Respirelax c'est sur... le matériel Apple. Les autres modèles, il y a RespiroGuide Pro, il y a d'autres applis que je vous ai mis sur le slide. Et puis, si vous voulez regarder sur Internet, il y a un site qui s'appelle Cohérence Info qui propose plein de guides respiratoires. C'est un exercice extrêmement puissant. Merci beaucoup. Et on l'applaudit, ouais. Et c'est pas quelque chose de difficile à faire parce que je peux le faire rapidement. Quand je suis entraînée,
En 1 minute, je peux me remettre en équilibre. Et essayez de le faire juste 3-4 jours, vous allez voir comment ça va très très vite. C'est juste physiologique. Et cette capacité physiologique, on l'a tous. C'est pas une question de psychologie, on peut tous apprendre ça. Et ça aussi, ça se partage. C'est pas compliqué à partager dans ces équipes. Si ça fait baisser le taux de stress de mes équipes, qui du coup vont être plus aimables avec mes clients, qui vont être mieux en interaction avec eux, entre eux, c'est pas négligeable. Ça reste du physiologique. Et chacun peut décider de quand il le fait, s'il a envie de le faire. En l'occurrence, si je le pratique et je vois une amélioration, c'est quand même, ça évite la casse aussi, ça évite la casse. Alors, j'en viens à cette problématique de l'épuisement et quand on tire trop longtemps sur la corde, effectivement, on parle beaucoup dans les risques psychosociaux du burn-out. Alors, le burn-out, c'est une vraie problématique. Alors, maintenant, le burn-out, tout le monde est en burn-out. Ça, pour moi, là, c'est quelque chose... Le burn-out, avant, on appelait ça le surmenage. Il y avait quelques personnes qui avaient des problématiques de surmenage. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une flambée du surmenage. Bon. Alors, il y a surmenage et surmenage. Le vrai surmenage, le vrai burn-out, on ne se lève pas du lit pendant des semaines. Il n'y a plus d'énergie pour se lever, sortir du lit. On n'a plus d'énergie. On n'a plus cette hormone de la tonicité. Donc, on ne peut plus prendre sa brosse à dents. On ne peut plus prendre son téléphone. Ce n'est pas la tête, c'est le corps. La dépression, c'est la tête. Elle n'a plus d'élan vital au niveau cérébral, au niveau de l'envie de l'élan vital. Le burn-out, c'est physiologique, sauf le burn-out d'harcèlement. Ça, c'est une autre chose. Mais la plupart des burn-out, aujourd'hui, ce mot est assez galvaudé. Alors, sur les profils qui sont typiquement identifiés, que vous pouvez aussi identifier dans vos équipes qui sont plus sujettes au burn-out, il y a des profils typiques. On sait c'est des personnes qui sont souvent dans le perfectionnisme. Le vrai burn-out, c'est des gens qui sont dans l'excès de perfectionnisme. Ils veulent toujours faire mieux. Ils sont en général dans le succès. Ils sont tellement dans le succès qu'ils continuent de travailler, ils ne font aucune pause, il n'y a aucun respect des pauses, on ne s'arrête pas. On ne prend pas beaucoup de congés. En général, quand on les prend, on n'a pas envie de les prendre, ou ils les prennent en bloc souvent. Il y a de la suractivité. C'est-à-dire que quand vous les questionnez, est-ce que quand ils sont pendant le week-end, qu'est-ce qu'ils font ? Ils continuent. S'ils font du sport, ils vont faire du sport à fond, ils vont être tout le temps sur l'accélérateur. L'accélérateur. Il n'y aura pas d'activité sportive, ou s'il y en a une, c'est du marathon. On fait le truc à fond. C'est-à-dire que je cours avec un monitoring sur le bras, il faut que je fasse tant de kilomètres, et je le fais samedi, et je le fais dimanche, et je le fais lundi, et je le fais mardi. Toujours à fond. Il n'y a pas de temps de hobby reposant. C'est pas ça l'idée. Il y a un surinvestissement du domaine professionnel. Quand on questionne, il n'y a pas d'équilibre de vie. Il n'y a pas souvent très peu de vie personnelle. Il n'y a pas de vie sociale. Ou s'il y en a une, c'est l'anouba le week-end, pas de temps de sommeil. Donc pas de temps de récupération. Il y a souvent aussi une altération du sommeil. Donc ils dorment moins, mais parce que quelque part aussi, le sommeil est moins bon, donc on restreint de plus en plus. Donc on va dormir moins de 6 heures, ce qui est un temps minimum de réparation, c'est 6 heures. En dessous de 6 heures, on commence à jouer avec sa physiologie et sa biologie. Donc les troubles du sommeil, des manifestations d'angoisse ou d'anxiété qui peuvent, de nervosité, qui peuvent s'exprimer. La personne va avoir des sauts d'humeur aussi, va commencer à avoir des signaux. Alors, c'est intéressant de comprendre qu'on n'a pas tous des profils pour rentrer là-dedans, mais moi, ce que j'aime dans les outils que je partage, c'est qu'on peut aussi démasquer des imposteurs. Parce que dans les équipes, il y a ceux qui sont vraiment affectés parce qu'ils ont une nature. Moi, quand il y a une équipe et que on est une équipe de rugby dans une mêlée, il peut y avoir des joueurs qui poussent plus ou moins fort, voilà. Mais on est solidaires. Si à droite, ça pousse moins fort, on va essayer de contrôler à gauche. On va se mettre en solidarité pour qu'on aille au bout de l'histoire. Donc, on peut être en solidarité quand on comprend mieux le stress de l'autre, quand on comprend mieux d'abord sa nature, et puis peut-être qu'on identifie que, effectivement, dans l'équipe, un tel va être stressé par une situation et pas par une autre. Donc moi, si je la prends en charge parce qu'elle ne me dérange pas, on peut s'organiser, on peut se coordonner et se compenser pour continuer à être solidaire dans le mouvement. Si j'identifie qu'il y a dans mes équipes des personnes qui sont en exposition de burn-out, je ne vais pas attendre qu'ils y aillent. Je vais anticiper ou je vais faire de la prévention en expliquant les signaux d'équilibre de vie, les signaux de prise de pause. Il y a un truc incroyable en ce moment en France, c'est que ceux qui font leur pause, c'est les fumeurs. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs dans la salle. J'étais dans une grosse entreprise hier et on avait cette discussion. C'est l'industrie aérospatiale et dans le groupe, il y en avait qui me disaient mais nous on n'a plus le temps de prendre des pauses. Ils font de la surveillance de satellites, ils sont sur le grill toute la journée parce que en fait ils sont 3-8, mais quand la nuit ici ça s'arrête, eux ils sont sur l'Asie, donc même la nuit ça n'arrête pas parce que les satellites c'est les télés à l'étranger. Et donc ils disaient en fait
On ne prend même pas le temps de manger, on n'a pas le temps de pause. Et ils travaillent 12 heures, donc ils ont des grosses journées. Bon. Et donc, il me disait, le seul qui prenait sa pause, c'était le fumeur. Et c'était rigolo, parce que lui, il dit, ah, mais non, mais moi, je prends mes pauses. À ce coup, c'était lui, oui, il se prend ses 5 minutes de pause, toutes les 2 heures, il y va parce qu'il va fumer sa cigarette. Donc on arrive aujourd'hui dans les entreprises, ceux qui fument finalement arrivent à garder leur temps de pause, pas les autres. Pourtant, on encourage les non-fumeurs. Donc à un moment, c'est de faire comprendre aux non-fumeurs que oui, ce temps de pause va être bénéfique. Si je commence à gérer ma respiration sur des petits moments de pause en journée et que ça devient quelque chose que je rentre dans ma routine, je vais avoir une meilleure journée. Je peux me reposer avec mon souffle, je peux m'étirer, je peux me servir de ma respiration pour aller mieux. Donc c'est quand même un élément qu'on a tous, le souffle. Ce n'est pas un truc de l'extérieur, on l'a avec nous, c'est notre équipement de base. Apprenons à nous en servir. Alors donc par rapport à cette thématique des risques psychosociaux, moi je considère vraiment que si je commence à regarder cette thématique sur l'angle de toutes mes équipes sont concernées, c'est aussi à chacun de prendre en charge, et je peux donner accès à ces outils-là à mes équipes en leur donnant, il y a plein de façons de le faire, il y a des formations pour ça, il y a donner accès à, oui, ces outils-là, on les a tous, on peut tous apprendre à s'en servir, et si je commence à apprendre à m'en servir, eh ben, je ne vais plus être subissant. Et en n'étant pas subissant, moi, je peux limiter la casse dans mes équipes aussi. Ce n'est pas juste mettre en place des organisations avec, structurelles, ça va au-delà de ça. Si je veux aller dans le dedans, c'est vraiment que je dois favoriser le fait que chaque individu puisse apprendre par lui-même à mieux gérer ses problématiques de stress. Pour que tout le monde soit gagnant-gagnant, et je vais partager une petite phrase que j'aime beaucoup, et on fera une dernière chose avant que je ne termine. C'est votre attitude et non votre aptitude qui déterminera votre altitude. Je vais vous laisser réfléchir à cette petite phrase de l'américain Zig Ziglar qui a beaucoup écrit. Et je voulais aussi dire que je vais remercier Johnny et Jean-Marc Chalvin qui m'ont autorisé à utiliser des photos et des illustrations spécifiquement pour aujourd'hui, compte tenu de la thématique du jour. Voilà. Et nous allons refaire un dernier vote avant de terminer cette séquence. Je vais vous demander de revoter. On va revoter la même question qu'on a faite tout à l'heure. On va reposer cette petite question. On rebascule la dernière question. Comment vous vous sentez à présent? À quel niveau êtes-vous? Donc toujours pareil. À plat, c'était le A. Moyen, 4, 6, 8, 10. Vous êtes où là maintenant? Non. Tout le monde a voté? Oui ou non? Oui? Tout le monde a fini de voter? Ok, c'est enregistré en régie? Ils sont en train de faire les statistiques parce qu'ils sont c'est des high-tech. Donc le premier résultat initial, c'était jaune. Le deuxième... Ouais, un peu plus en formidable. Du coup-ci, coup-ça, il y en a moins en bof-bof quand même. Hein. Il y en a moins à plat aussi. Détendu, on est à peu près dans le même niveau. Donc il y a une petite compensation qui s'est faite. Hein. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, si je peux vous ramener sur votre quotidien, pensez-y. C'est une autre façon de voir la vie en entreprise. Pour autant, on est tous équipés avec le même matériel. Donc si on apprend à s'en servir, on peut vivre les mêmes choses différemment. Merci à vous.